Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième session des webinaires d'OPO. Depuis le début de cette crise, avec les équipes d'OPO, nous avons mené 2 enquêtes auprès d'une centaine de dirigeants, ce qui nous a permis de comprendre avec vous quelles étaient vos préoccupations actuelles et puis aussi quelles sont celles qui vous préoccupent pour la sortie de crise. Et durant ces enquêtes, nous avons beaucoup entendu des mots qui sont ressortis comme relocalisation, résilience des chaînes de valeur, réduction de l'empreinte carbone. Et il est vrai que depuis une vingtaine d'années, la France a à peu près perdu la moitié de son PIB industriel. Et encore hier, le président de Sanofi, par exemple, France, expliquait que la France était, il y a 15 ans, le premier producteur de médicaments et est devenu maintenant le quatrième producteur de médicaments au monde et que 60 à 80% des principes actifs étaient aujourd'hui fabriqués hors d'Europe. Alors, la solution paraît assez simple, relocaliser. Ceci étant dit, quand on a discuté avec vous, les dirigeants industriels, on voit aussi que finalement, c'est loin d'être aussi noir ou blanc, puisque aussi pas mal d'entre vous nous ont dit que la résilience venait de la diversification. Et donc, avoir des marchés à différents endroits de la planète et des implantations industrielles proches de ces marchés, c'est aussi une des clés pour survivre pendant la crise et pour bien sortir de cette crise. La question qui se pose, c'est donc comment avoir une bonne empreinte industrielle. Et l'empreinte industrielle, c'est finalement un équilibre. Et donc, un équilibre entre le marché, la compétitivité de l'outil industriel et un certain nombre de contraintes. Et quand on veut modifier cet équilibre, finalement, ce n'est pas forcément simple. Tous ceux qui se sont essayés à l'exercice peuvent témoigner que le diable se cache dans les détails et que la méthode pour s'y prendre est importante et que finalement, le succès n'est pas garanti. Donc, c'est de tout ça dont on va discuter avec vous, si vous voulez bien, pendant ce webinaire. On commencera par parler du contexte, bien sûr. On discutera ensuite de l'approche, d'une approche qui permet de revoir méthodiquement son empreinte industrielle. Et puis, on terminera par les facteurs clés de succès qui sont, à notre avis, importants pour réussir. Je suis Michael Valentin, je suis un des associés de OPO et de OSS Venture Builder. Et je serai accompagné pour animer cette session de Antoine Toupin. Oui, bonjour à tous. Voilà, et Antoine va donc m'aider notamment pour répondre à toutes les questions que vous poserez. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. Vous avez à droite un écran dédié pour ça et aussi un chat. Donc, vous pouvez, je vois qu'il y a déjà des gens qui ont commencé à se loguer. Bonjour à tous et à toutes. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans la partie cette question et puis à discuter directement avec Antoine sur le chat. Donc, si vous voulez bien, on va commencer. Alors, je le disais à l'instant, donc ce webinaire s'inscrit dans une série. Nous avons commencé par une webconférence où il y avait un certain nombre d'intervenants industriels et de start-upers. Puis, la semaine dernière, un webinaire sur les approvisionnements que vous pouvez revoir en replay. Et la semaine prochaine, nous aurons aussi un webinaire sur les coûts. Le 6 mai, nous aurons à nouveau une conférence avec un certain nombre d'industriels qui sera tournée autour de l'après, de commencer à parler de l'après, de la solidarité et de ce qu'il faut faire pour bien redémarrer. Et puis, nous enchaînerons sur l'agilisation de l'offre, les RH et une partie sur comment le digital peut aider à sortir plus fort de la crise. Comme je le disais, il y aura à peu près 40 minutes de présentation et une partie qui sera dédiée pour les questions, mais n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau et nous y répondrons directement et ensuite à l'oral dans un deuxième temps. Donc, nous allons commencer la session. Pour commencer, on va parler un petit peu du contexte et notamment, comme je le disais, la grande question, c'est qu'est-ce qu'une empreinte industrielle? Pour nous, une empreinte industrielle, c'est un équilibre entre plusieurs forces, entre des opportunités et des menaces. La première des choses, évidemment, en tant que dirigeant, c'est comment est-ce que je peux profiter de nouveaux marchés, d'opportunités de marché, soit en positif d'ailleurs aussi, soit de marchés qui se contractent ou de changements de mix sur la planète pour mieux m'adapter. Et comment est-ce que, deuxième force, mon outil industriel est suffisamment compétitif pour bien répondre à ce marché, à la fois en termes d'agilité, de développement produit, de résilience, on l'a vu pendant la crise, mais aussi de système managérial, etc. La troisième force, ce sont toutes les contraintes qui s'imposent à l'entreprise, qui peuvent être des contraintes légales, hein, les taxes, les impôts, etc., les frais de douane, mais aussi des contraintes financières qui sont évidemment très importantes, la capacité d'investissement, on verra tout à l'heure que c'est un des facteurs qui devient goulot, hein. Et puis des choses un peu plus sensibles aussi, qui ne sont pas forcément tangibles, comme l'image de l'entreprise, l'acceptation des équipes des choix qui sont faits, la difficulté de mise en œuvre aussi dans le changement. Enfin voilà. Donc ce sont ces trois choses. Et souvent, quand on veut changer d'empreinte industrielle, il y a un déclencheur fort qui peut être simplement revoir une revue de la mission ou de la vision de l'entreprise.
qui peut être un événement comme une révolution industrielle ou des changements technologiques, et qui peut être aussi, comme c'est en train de se passer en ce moment, une crise économique ou des changements géopolitiques. Donc, à chaque fois qu'un de ces événements arrive, l'idée, c'est de se poser la question de son empreinte industrielle, pas forcément pour la changer, mais au moins de se demander si l'empreinte qu'on a correspond bien aux nouvelles données que l'on a. Alors, aujourd'hui, sur ces trois facteurs, qu'est-ce qu'on voit? Première des choses, c'est que sur la partie marché, vous avez quelques données macroéconomiques là depuis le début de cette crise. Si on regarde l'activité industrielle, par exemple, elle a diminué de 52%, donc c'est évidemment conjoncturel, mais on verra juste après que les enquêtes qu'on a menées auprès des industriels montrent que le retour à la normale ne viendra pas avant au moins 9 mois ou 1 an. Ensuite, sur la compétitivité de l'outil industriel, la plupart de ceux qu'on a interrogés nous disent qu'ils anticipent une baisse de charge qui est plus ou moins importante en fonction des secteurs. On le voit là. Donc, très importante, par exemple, sur l'aéro et l'auto, donc les biens de consommation, et un peu plus faible sur les secteurs qui continuent à tourner malgré tout, notamment l'agroalimentaire, qui est à peu près stable, et en faible augmentation sur certains secteurs, comme on l'imagine facilement, comme la pharma. Au-delà de ça, vous nous avez remonté aussi en termes de compétitivité des difficultés d'approvisionnement, puisque certains pays ont été complètement fermés. C'est le cas de la France actuellement. On a aussi l'Italie, la Chine, en fonction des étapes de la crise. Des difficultés aussi de gestion des équipes, avec un stress normal lié au risque d'épidémie et aux conditions sanitaires. Et donc, tout ça fait que l'appareil industriel, aujourd'hui, il fonctionne dans un mode dégradé pendant un certain temps. Il va continuer à fonctionner dans un mode dégradé. Donc, comment réussir à tenir en compte cette donnée? Et la troisième chose, c'est sur les contraintes. On voit qu'en fait, il y a un débat public très fort qui s'installe dans la société sur la résilience du secteur industriel, sur la souveraineté aussi, à la fois nationale et européenne, et sur une demande assez forte d'une transition vers une industrie décarbonée. Donc, ce sont forcément des facteurs qu'il faut prendre en compte quand on revoit une empreinte industrielle qui, par définition, se fait sur du temps long et donc qui est là pour anticiper les 5, 10, 15 années à venir. Alors, ayant dit tout cela, est-ce qu'on peut anticiper une sortie de crise rapide ou pas? Plusieurs scénarios ont été proposés par l'OMC. Vous voyez la matrice de gauche, la U, V, W et L, qui permet d'anticiper soit une sortie de crise rapide en V, en 3-6 mois, soit une sortie de crise très longue qu'on appelle en L, c'est-à-dire qu'on n'a pas de retour à la normale avant au moins 1 ou 2 ans. McKinsey a proposé 2 axes pour segmenter ces scénarios. Est-ce que dans chaque pays, le système sanitaire est performant? Et est-ce que la relance économique qui est proposée est adaptée ou pas? En fonction de ça, les scénarios de sortie de crise sont plus ou moins rapides. En tout cas, en France et en Europe, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une étude qui a été faite par Accenture récemment qui montre que les scénarios seront en fonction des secteurs plutôt en U ou en L, donc plutôt entre 6 mois et 2 ans pour retrouver la normale. Quand on voit les chiffres à droite, on a une confirmation de ces scénarios avec 70% des dirigeants qu'on a interrogés qui nous disent qu'ils prévoient, on prévoit des baisses d'investissement de 70% en 2021 par rapport à la base 2020. 50% du cash qui sera généré qui a été généré en 2019 sera consommé en 2020. 60% des dirigeants attendent un retour à la normale dans un temps plus lent qu'un an. Et on prévoit une baisse de 60 milliards du PIB industriel, sachant que la base, c'est 280 milliards pour le PIB manufacturier. Donc, il y aura 20%, 21% a priori de baisse du PIB manufacturier sur l'année 2020. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre des crises précédentes? Parce que c'est toujours intéressant de voir comment ça s'est passé avant. En général, il y a 3 grandes étapes qui se passent, et ce qui s'est passé en 2008 notamment. L'étape dans laquelle on est, qui est le court terme, où évidemment chaque dirigeant se concentre sur sa trésorerie, les ressources humaines, la baisse des stocks, revoir ses achats, etc. Une deuxième étape qui est plus sur du moyen terme, où on va se focaliser sur les projets importants, revoir ses process, réduire les stocks le plus possible, pas seulement sur les produits finis, mais aussi sur l'encours et les appros, et revoir aussi ses modes de sourcing. Et enfin, dans une dernière étape, on se pose des questions plus structurelles qui sont par exemple l'empreinte industrielle, l'offre produit, le réseau de distribution, etc. Ce que nous a appris 2008, c'est qu'en fait, il ne fallait pas forcément, même si ces 3 étapes restent valables, il ne faut pas attendre pour se mettre sur les changements de long terme parce que la fenêtre de tir finalement est assez courte. Il y a un ciseau important entre les coûts qui restent stables et qui sont longs à faire descendre, et puis la demande qui, elle, baisse très, très rapidement. On l'a vu dans cette crise-là, la demande baisse vraiment très rapidement. Et par ailleurs, la dette qui, elle, augmente, puisqu'il y a tous les dispositifs qui sont mis en place actuellement qui permettent de sauver le court terme, mais qui vont quand même très fortement endetter toutes les entreprises industrielles. Et en fait, tout ça, c'est confirmé par l'enquête qu'on a menée auprès de vous. On voit les résultats ici sur ce graphe. On voit que l'empreinte industrielle, en tout cas la stratégie industrielle et l'empreinte, ça remonte en 4e position des préoccupations que vous avez. Donc, c'est déjà
d'ores et déjà dans votre radar, avec quelques remarques comme que vous voyez en bas, hein, par exemple sur le produire local, où pas mal d'entre vous pensent que le paysage européen va complètement changer, le paysage industriel, que les approvisionnements vont devoir être beaucoup plus diversifiés, notamment, vous avez l'exemple d'un patron là qui nous dit qu'il a beaucoup souffert d'être uniquement implanté en Italie pour certains de ses composants ou de sa matière. Des questions sur le fait de survivre à moyen terme et donc de pouvoir investir, parce que qui dit changer d'empreinte industrielle dit investir, hein, bien sûr. Et puis des questions de plus long terme sur c'est forcément le bon moment pour faire cette mutation qu'on voyait depuis très longtemps, mais qui maintenant devient de plus en plus prégnante dans le débat public vers une industrie décarbonée. Alors, si vous voulez bien, après cette première introduction de contexte, on va rentrer dans l'approche qu'on propose de prendre pour revoir une empreinte industrielle. Cette approche, elle se déroule en cinq étapes. On va aujourd'hui dérouler les 4 premières et la cinquième, on ne la déroulera pas. La cinquième, c'est la mise en œuvre donc, de détails qui consiste à réimplanter avec tout un tas de choses opérationnelles très concrètes à faire, qui est aussi complexe et qui pourrait se décliner dans un module à part, puisque c'est un sujet en tant que tel. La première étape, c'est de s'aligner sur la stratégie industrielle, de bien cadrer le projet, d'aligner l'organisation avec cette stratégie, et puis de faire un diagnostic de où est-ce qu'on en est en termes de marché, de compétitivité et de contraintes. La deuxième étape, c'est de générer un certain nombre de scénarios et de les évaluer avec une grille, en ayant bien priorisé les objectifs que l'on a dans la revue de son design, puis de réaliser sur le scénario qu'on aura préféré un début de design de réimplantation industrielle qui sera macro et qui permettra de définir en fait les lignes de produit par ligne de produit, où est-ce qu'on doit implanter ces produits. Ces 3 premières étapes, elles sont itératives. Et donc, nous, notre conseil, c'est de les faire quand même relativement vite pour pouvoir itérer, parce qu'en fait, quand on arrive sur le 3, on part de quelque chose d'assez macro au départ, la stratégie, on va descendre dans quelque chose d'assez fin. Et l'idée, c'est de remonter assez vite vers le macro pour voir si c'est cohérent et donc de reprendre sa copie comme ça de manière itérative plusieurs fois avant d'entrer dans l'étape 4, qui, elle, est le design fin. Une fois qu'on a à peu près atterri une solution qui est viable en termes d'investissement et de ROI et qui est acceptable par les équipes et la société, d'aller décliner vraiment ce scénario en 4, de préparer le plan de communication et enfin, dans une 5e étape, de passer à la mise en œuvre. Alors, on va rentrer maintenant dans l'étape 1 qui est de l'alignement sur la stratégie industrielle. Cet alignement, il se fait en 3 phases. Il y a une première phase qui est déjà de bien cadrer de quoi on parle et qu'est-ce qu'on s'autorise à faire. La stratégie industrielle et l'empreinte industrielle, c'est par définition quelque chose qui est très complexe. On peut faire tout un tas de choses. Et ce qui est important, c'est de bien poser le cadre de quel est le délai qu'on se donne pour faire ce changement, quelle enveloppe de CAPEX, évidemment, on est prêt à mettre sur la table. Est-ce qu'on accepte, est-ce qu'on va vouloir plutôt faire des greenfields, donc des nouveaux sites, ou est-ce qu'on va transformer des sites existants? Est-ce qu'on est prêt à avoir des mesures de plans sociaux, ou alors d'autoriser la mobilité interne, ou un peu des deux? Est-ce qu'on prévoit au contraire d'embaucher des gens dans les pays dans lesquels on va s'implanter? Est-ce qu'on prévoit de transférer les ressources des pays existants aux pays dans lesquels on va s'implanter? Voilà, donc tout un tas de choses qu'il va falloir cadrer. On reviendra dessus juste après, avant de se lancer dans l'exercice pour avoir un minimum de lignes directrices dans ce qu'on fait. La deuxième chose qui est très importante, c'est de prioriser les objectifs. On peut avoir plein d'objectifs qui peuvent être soit aller dans le même sens, soit qui peuvent être contradictoires. L'idée de départ, c'est avec l'équipe dirigeante de bien s'aligner sur les différents objectifs que l'on a, qui peuvent être bien sûr de réduire les coûts. Ça a été beaucoup ce qu'on a fait depuis les années 80, de délocaliser notamment pour réduire les coûts. On voit qu'aujourd'hui, c'est loin d'être le sujet principal. Ça restera évidemment un sujet important, mais ce ne sera pas forcément plus le sujet principal. La réactivité a pris de plus en plus d'importance ces dernières années. Le fait de devenir résilient et agile, hein, on l'a vu pendant cette crise. Le fait aussi de pouvoir innover plus en rupture, notamment avec l'arrivée du digital, donc de se rapprocher des endroits où il y a des cerveaux qui sont capables d'aider l'entreprise à développer des produits innovants et des services associés aux produits, mais aussi des sujets plus sociétaux comme l'emploi ou tout simplement l'empreinte carbone que l'entreprise veut avoir et donc quelle empreinte l'entreprise en général a sur la société, au-delà des produits qu'elle fournit ou des services qu'elle fournit. Donc, quel est le modèle et la vision que l'on a de notre empreinte industrielle et comment est-ce que c'est bien en conformité avec les valeurs de l'entreprise. Tous ces objectifs, il est donc important de passer du temps pour les hiérarchiser, les prioriser, de manière à ce qu'une fois qu'on aura fait des scénarios, être capable d'évaluer ces scénarios à la lumière de ces objectifs avec des choses quantifiées et des choses qui seront plutôt de l'ordre du qualitatif. Une fois qu'on a fait ça, ce qui est important, c'est de faire le lien avec l'organisation, on reviendra dessus,
en fonction de la manière dont on est organisé. Est-ce qu'on est organisé avec une partie des fonctions qui sont centralisées? Est-ce qu'on est organisé par pays? Est-ce qu'on a des business units? Donc tout ça, quand on modifie l'empreinte industrielle, évidemment, il y a des questions qui se posent sur les nouveaux morceaux ou les morceaux qu'on va raccrocher, qu'on va sortir. Comment est-ce qu'ils se raccrochent à l'organisation telle qu'elle était définie avant? Et puis enfin, dans un troisième temps, une fois que ça c'est clair, il y a une partie diagnostic, c'est d'essayer d'anticiper l'évolution des marchés, ce qui est évidemment très complexe à l'heure actuelle, de revoir la compétitivité de notre outil industriel. Donc, c'est l'occasion de refaire un diagnostic de terrain pour comprendre bien quelles sont les forces et les faiblesses de chaque entité, chaque usine, chaque entrepôt. Et puis, de voir aussi toutes les contraintes qui se posent dans les pays dans lesquels on est implanté et dans les pays dans lesquels on envisage éventuellement de s'implanter. Alors, on va rentrer dans ces ABC maintenant, et notamment dans la partie A qui est de cadrer ce qu'on veut faire. Ce que vous voyez sur cette page, c'est qu'en fait, revoir son empreinte industrielle, ça veut dire beaucoup de choses potentiellement. Et donc, c'est important, même si on fait plusieurs de ces choix, dès le départ, de se poser la question de ce qu'on veut faire. Donc, par exemple, chez OPO, on a été amené à accompagner des clients sur chacun de ces 8 scénarios. Un de nos clients dans le secteur agroalimentaire avait, par exemple, vocation à vouloir s'implanter aux États-Unis. Et donc, la question, c'est est-ce que je crée un nouveau site ou est-ce que je m'appuie sur des sous-traitants là-bas et sur une capacité existante? Un autre cas qui s'est présenté à nous, c'est un fabricant de machines qui avait de la surcapacité en Europe et qui s'est posé la question de est-ce que je ferme un de mes sites existants ou est-ce que je baisse la capacité de chacun de mes sites? Donc, la question, c'est est-ce que je m'autorise une fermeture de site? Troisième cas possible, c'est un transfert de produits. Donc, ça, c'était un fabricant d'électronique qui nous a soumis ce cas-là, qui était organisé plutôt par famille de produits et qui se posait la question de s'organiser plutôt par typologie de produits, c'est-à-dire les produits qui sont faits sur commande ou les produits qui vont être faits en grande série. Un autre cas sur centralisation-distribution, là, on est sur un empreinte industrielle qui est plutôt fixée, mais on va se poser la question des fonctions support. Est-ce qu'on va plutôt centraliser ou est-ce qu'on va plutôt distribuer ces fonctions dans les différents pays et dans les différentes usines? Donc ça, c'était un cas dans le luxe. Un cinquième cas qui était un cas d'externalisation, là, c'était dans l'aéronautique. La question, c'était des activités qui étaient faites en interne et on se posait la question d'aller les fabriquer à l'extérieur, notamment dans les pays de l'Est. Un cas d'internalisation. Donc là, la question, c'était comment est-ce que je réintègre une fonction que je ne faisais pas. Donc, c'était la peinture pour un fabricant d'éclairage. Et c'était éventuellement un avantage stratégique en termes d'intégration puisque ça permettait d'être beaucoup plus agile, en fait, notamment sur ce qui était fait à la commande. Un cas de transfert de capacité, donc ça, c'était dans l'auto. C'était de se dire, on veut spécialiser les sites sur du haut de gamme et du moyen de gamme. Et donc, en fait, on va transférer une partie de la capacité puisque le haut de gamme était moins chargé que le moyen de gamme, que le milieu de gamme. Et donc, c'était de transférer une partie de la capacité d'un site à l'autre. Et enfin, une adaptation du modèle. Donc là, c'était carrément revoir le modèle des usines qui étaient plutôt organisées par métier, de les repenser pour qu'elles soient organisées en ligne et plus réactives. Donc, c'était transformer le système sans transformer l'empreinte elle-même, mais de revoir chacune des usines avec un nouveau système. Donc, revoir l'empreinte industrielle, ça peut être tout ça. Et donc, il est important assez rapidement de se demander dans quel cadre on veut s'inscrire. Alors, une fois qu'on a dit ça, il est important de se poser aussi la question des grandes tendances d'évolution de l'empreinte industrielle. Et ici, sur cette page, on a résumé en fait un peu ce qui est en train de se passer. À gauche, vous avez une matrice qui propose une segmentation des types d'outils industriels. Vous voyez, en fonction de la proximité par rapport aux clients et aux ressources et en fonction des compétences qui sont disponibles sur les différents lieux géographiques. Donc, on voit que tout en haut à droite, donc sur des endroits, en fait, on a des compétences tech très développées, donc typiquement les gros hubs comme en Europe, Berlin, Paris, Londres, etc. Et puis où on est proche, où on a besoin d'être proche des clients, le bon modèle, c'est l'usine connectée. Donc l'usine connectée, c'est typiquement ce que font des gens comme Somfy, comme Essilor. C'est des usines assez agiles qui vont pouvoir très rapidement changer de produit et qui sont plutôt proches des marchés qu'elles servent. On a dans un autre type notre typologie qui est l'usine in a box qui commence à émerger aussi. Ça, c'est l'exemple de ce que font Salomon et Adidas, par exemple. C'est carrément d'aller dans l'arrière-cour des boutiques et d'avoir des petites unités décentralisées qui sont connectées en réseau avec des plus grosses entités et qui permettent de faire des produits complètement sur mesure tout près des boutiques, donc tout près du consommateur final. Quand on est un peu plus quand on n'a pas forcément besoin d'être aussi proche que ça de ses clients finaux, on a aussi de très grosses entités, qu'on appelle les méga factories, qui sont très automatisées.
Donc, par exemple, c'est ce que fait Cuisine Schmidt. Je crois qu'il y a Boris qui est avec nous aujourd'hui. C'est ce que fait aussi Tesla. C'est ce que font en fait, ce que fait ThyssenKrupp aussi, qui est aussi avec nous, je crois, aujourd'hui. Donc, c'est plutôt des entités très productives qui vont être plutôt à la campagne et qui vont servir des marchés assez larges autour dans leur zone de chalandise. Voilà, donc, on a une évolution des implantations industrielles, mais en fait, on a aussi des grandes tendances sur l'empreinte au global que vous voyez à droite. Alors, des tendances de bout en bout, ce sont les 4 premières que vous voyez. Donc, de plus en plus d'importance à la traçabilité et la transparence sur les produits, une intégration plus forte de l'empreinte carbone, des supply chains étendues, de plus en plus étendues avec une stratégie multicanale. On voit que la crise, elle incite à vendre sur des canaux assez différents et donc d'avoir une stratégie différenciée au niveau de la distribution. Et puis, une résilience de la chaîne logistique beaucoup plus importante pour pouvoir justement résister à tous les aléas qui peuvent se produire aujourd'hui. Donc ça, c'est des tendances qui sont amplifiées. On a aussi tout un paquet de tendances qui sont liées à la localisation, donc notamment sur l'ouverture des sites sur leur écosystème, qui va être de plus en plus importante, la proximité des hubs de la tech, et aussi la colocalisation. On en parle beaucoup aujourd'hui, notamment de la production et des marchés, donc d'avoir des entités plutôt proches des marchés qu'elles servent, et puis de la fonction R&D et de la production. Donc là, c'est une question, est-ce que la crise qui s'annonce va accélérer ou pas ce rapprochement entre ces deux fonctions? C'est pas forcément sûr, et en tout cas, chez OPO, on n'en est pas certain. On a enfin une tendance qui était déjà lancée et qui continue sur la digitalisation, l'automatisation et le pendant de ça qui est d'en profiter pour faire des plus petites séries et des délais plus courts. Donc, les délais plus courts, ça va forcément être quelque chose qui va s'intensifier. En revanche, les petites séries, c'est pas sûr, ou en tout cas, c'est pas sûr pour le moment. Pas mal des personnes qu'on a interrogées nous expliquent que le mix produit va changer et que parfois, une des solutions, c'est pas forcément de faire des petites séries, c'est au contraire de faire de la grande série sur des produits qui marchent bien parce que c'est ça qui va se vendre en sortie de crise. Donc, cette partie-là peut être chamboulée. Et enfin, la dernière des choses qui est évidemment importante à intégrer dans le contexte actuel, c'est le CAPEX. Disponibilité du CAPEX beaucoup plus faible. On voit que les industriels prévoient de beaucoup moins investir en 2021. Et donc, revoir son empreinte dans ce contexte-là, bah, c'est forcément le faire sous contrainte puisque on n'a pas la capacité d'investissement qui est infinie. Alors, une fois qu'on a donc défini ce cadre et intégré les nouvelles tendances, il est important aussi de connecter ça avec l'organisation. J'en parlais tout à l'heure. Vous avez ici l'exemple d'une entreprise qui veut s'implanter aux États-Unis. Elle a déjà une filiale commerciale, mais elle n'a pas d'usine. Et donc, la question, c'est je veux fabriquer sur le sol américain. Est-ce que je fabrique déjà en interne ou pas? Si je fabrique en interne, donc cette usine que j'implante, est-ce que je la fais tourner avec des équipes qui sont déjà existantes ou est-ce que je recrute de nouvelles équipes? Comment est-ce que je vais gérer mes fonctions support aussi? Donc, est-ce que c'est des fonctions support qui vont être indépendantes ou est-ce qu'elles vont être attachées aux fonctions support qui sont déjà existantes en centrale? Les compétences locales, est-ce qu'elles seront recrutées localement ou est-ce que je vais transférer des compétences depuis mon siège? Donc, on voit qu'au-delà de implanter une usine, il y a tout un tas d'autres questions satellites qui se posent sur l'organisation elle-même et qui sont hyper importantes à intégrer parce que ça peut aussi générer, notamment dans les groupes, des batailles de chapelle, liées au silo qu'il peut y avoir et des batailles de personnes qui sont contre-productives et qui vont en fait empêcher le projet de se passer dans les meilleures conditions possibles. Donc, cadrer ça le plus vite possible pour que chacun soit rassuré sur les rattachements organisationnels, c'est quelque chose qui nous paraît fondamental. Dernière étape de cette première partie donc de cadrage de la stratégie industrielle, c'est un diagnostic qui est important de refaire systématiquement sur d'abord le marché, donc se reposer sur OK, la demande telle qu'elle est aujourd'hui et comment est-ce qu'on la prévoit dans le futur, dans l'année ou les 2-3 années qui viennent. La compétitivité de l'outil industriel actuel. Et quand on dit compétitivité, ce n'est pas que les coûts, c'est aussi le taux de service, le niveau de stock qu'on peut avoir. Est-ce qu'on a des compétences fortes et des métiers qui sont forts, la capacité d'innovation? Donc, c'est tout ça, la compétitivité. Et cet exercice-là, il est important de le faire avec les valeurs qu'on voit actuellement, mais aussi avec la performance qu'on pourrait avoir si on faisait une transformation opérationnelle pour aller chercher les meilleures pratiques qui sont existantes, c'est-à-dire sans CAPEX. C'est de voir déjà ce qu'on pourrait gagner sans investissement et ensuite de se poser la question de l'investissement qu'on peut faire. Et enfin, dernière chose qui est importante et qui est loin d'être négligeable, c'est la maturité du système managérial et la capacité de changement que le système a, c'est-à-dire la capacité que le système a pour s'adapter aux changements qu'on va lui imposer. Les tendances qu'on voit sur ces 3 sujets-là, c'est que, sur le marché, aujourd'hui, malheureusement, c'est très, très compliqué de prédire ce qui va se passer. Donc, on navigue à vue, donc c'est très compliqué d'anticiper ça. Et donc, une des clés du design, ça va forcément être la flexibilité de l'empreinte qu'on va créer. L'autre point qu'on voit, c'est que localement, sur la planète, on voit bien que les situations par rapport au Covid sont très différentes et que les politiques publiques et le système sanitaire, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, vont avoir une influence sur l'empreinte industrielle puisque
on voit qu'il y a des situations qui sont très différentes d'un endroit à l'autre. On a bien sûr une baisse structurelle de charge, je l'évoquais aussi tout à l'heure. En fonction des secteurs, elle est plus ou moins forte, mais c'est 10 à 50% de baisse de charge à prévoir au moins dans l'année 2020, voire 2021 et encore les années d'après. Et une adaptation du mix produit qui est forte puisque les tendances de consommation changent. Par exemple, dans le luxe, certains segments du luxe, on va plutôt se concentrer sur les baisses. Certains autres segments, ça va plutôt être les nouveautés. Dans l'agroalimentaire, on va plutôt parfois se concentrer sur les produits qui marchent très bien et le faire beaucoup plus de ces produits-là, faire un peu plus de do-it-yourself et un peu moins pour les cantines et les restaurants puisque les restaurants ne fonctionnent plus. Enfin, voilà. C'est à nouveau de recomprendre son marché et de revoir son offre par rapport à ça. Sur la compétitivité, ce qu'on voit, c'est que les coûts sont toujours bien sûr structurants, ils vont être importants dans les mois et les années qui viennent, mais on a aussi une forte attention sur la réactivité, la fiabilité, la résilience. Donc, on l'évoquait tout à l'heure, c'est comment est-ce que je diversifie mon empreinte pour prendre le moins de risques possible, comment est-ce que je diversifie aussi mon sourcing, et une importance aussi de l'agilité du développement produit, puisqu'il va falloir probablement revoir son offre assez vite pour s'adapter au marché. Et enfin, sur la maturité, les grandes tendances, c'est la flexibilité, j'en parlais, ça va être un facteur qui va être encore plus important qu'avant. Il était important, mais il va devenir encore plus important puisque comme le futur est très incertain, finalement, ceux qui vont le mieux réussir, c'est ceux qui peuvent s'adapter très vite et très vite monter de nouvelles lignes, des nouveaux produits, etc. Et puis, tout un volet qui est important sur les rôles et responsabilités. Cette crise a complètement modifié la façon de travailler. Et donc, il y a forcément le système managérial à bouger. Donc, comment retrouver un système managérial qui soit robuste en intégrant la nouvelle donne de tout ce qui s'est passé pendant cette crise, qui fait que des gens prennent des initiatives sur le terrain, se sont autonomisés, et donc une nouvelle donne de façon de piloter l'outil industriel et de résoudre les problèmes au quotidien, qui pourra s'appuyer par la digitalisation, qui a beaucoup aidé dans cette crise, mais qui va probablement s'accélérer encore après la crise, puisqu'on voit que le digital a beaucoup apporté et continuera à apporter beaucoup dans les mois et les années qui viennent. Alors, on va passer maintenant à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est une fois qu'on a redéfini sa stratégie industrielle, c'est de générer des scénarios. Donc, générer des scénarios, c'est trois choses. C'est d'abord se mettre d'accord sur l'équipe cœur. Je parlais tout à l'heure de communication. C'est évidemment quelque chose qui est fondamental. Et on va le voir juste après. À notre avis, ça se fait par cercle concentrique, en commençant par une équipe cœur et petit à petit en impliquant le plus de monde possible par étape. La deuxième étape, c'est de modéliser les scénarios eux-mêmes. Donc là, on rentre dans la partie vraiment presque mathématique de l'exercice. On a tout un tas de données qu'on a récoltées pendant le diagnostic que j'évoquais, qui sont des données d'entrée. On a des variables qu'on va utiliser, comme la localisation, comme le volume, etc., qu'on va faire bouger. Et l'idée, c'est de générer quelques scénarios, 3 ou 4, et de pouvoir derrière les évaluer, donc troisième étape, avec une grille qui va prendre en compte les objectifs qu'on a définis au départ, qui va prendre en compte les choses qu'on veut faire ou qu'on ne veut pas faire, et qui va aussi prendre en compte les contraintes et la capacité qu'a l'organisation et la société à accepter le changement qu'on propose. Donc voilà, donc on va rentrer dans ces trois étapes-là tout de suite. Alors, la première des choses, comme je disais, c'est la communication qui est absolument fondamentale pour la réussite et qui, de notre expérience, commence par une équipe cœur assez restreinte, en général autour du dirigeant, du directeur général, et quelques personnes, 4, 5 personnes qui sont typiquement le CFO, enfin le responsable financier, le responsable de l'IT, de la supply chain, des opérations, et puis le responsable commercial, par exemple. Donc, une équipe restreinte, le responsable de la stratégie, en 4 ou 5 personnes qui s'entourent de quelques experts et qui commencent à prendre des contacts avec l'extérieur. Donc, par exemple, si on veut s'implanter dans un nouveau pays, c'est le plus tôt possible de prendre contact avec les autorités locales et qui commencent à réfléchir pendant quelques semaines en petit cercle. Une fois que ça s'est fait, on peut élargir à une équipe cœur qui, elle, va s'entourer de beaucoup plus d'experts, des avocats, des agences locales, mais aussi en interne des experts techniques sur à la fois la partie industrielle et logistique, sur la partie sourcing, qui vont pouvoir commencer à générer les scénarios ensemble. C'est avec cette équipe-là qu'on génère les scénarios et à les évaluer. Et puis, une fois qu'on sera sorti de cette étape 2, dans l'étape 3, on va élargir un peu le projet et c'est là qu'il faut commencer à bâtir un plan de communication très large et très structuré pour impliquer plus largement toutes les parties du monde, tous les responsables de sites et qui vont être concernés probablement assez vite par le changement. Et dans un dernier temps, une fois qu'on a préparé la mise en œuvre et qu'on est clair sur les scénarios, ça devient le projet d'entreprise que l'on lance et qu'on va mettre en œuvre en étape 5. Alors, on va rentrer maintenant dans le détail du modèle lui-même. L'idée, une fois qu'on a toutes les données d'entrée, c'est de créer un modèle mathématique qui va avec un certain nombre d'invariants de départ qui sont les hypothèses de marché que l'on a, qui peuvent être sur plusieurs scénarios de marché, mais qui haut, bas et moyen, mais qui sont quand même figés.
le coût des main-d'œuvre dans les pays où on est, le coût de transport, les émissions CO2 pour l'empreinte carbone, etc., etc. Donc, toutes ces données-là, qui, elles, sont figées. Et ensuite, un certain nombre de choses qu'on fait varier, donc essentiellement les localisations des usines, des entrepôts, et les volumes qu'on va associer aux différentes familles de produits en fonction pour ces usines et ces entrepôts. Et dans le modèle, avec une moulinette, on va sortir un certain nombre de choses qui sont premièrement le CAPEX qui va être nécessaire sur le scénario en question, et qui est un CAPEX qui va sortir en une fois, le coût global. Hein. Donc, il y a le CAPEX, mais il y a aussi tous les coûts, éventuellement, si on ferme un site ou si on doit embaucher. Donc, il y a tout un tas de coûts indirects qui ne sont pas que du CAPEX. On a les stocks de la nouvelle implantation, les coûts de fonctionnement donc de la nouvelle implantation, donc l'OPEX, hein, est-ce que ça permet de bien faire les gains qu'on veut faire, mais aussi l'empreinte carbone, donc est-ce qu'on va gagner sur l'empreinte carbone, est-ce qu'on va maintenir ou améliorer le taux de service pour les clients, maintenir ou améliorer le délai dans lequel on sert nos clients. Enfin, voilà, tous les objectifs qu'on s'est fixés au départ, on va les avoir de manière quantifiée dans le résultat, ce qui va permettre d'évaluer les scénarios les uns par rapport aux autres et de décider d'un scénario préféré qu'on va vouloir pousser un peu plus loin. Alors, une fois que ça c'est fait, on arrive sur des scénarios comme on voit sur cette page, qui peuvent être en fait un mélange de plusieurs choses. Hein. Donc, ça, c'est pas forcément seulement je décide de fermer un site et de réallouer la charge comme on voit dans le premier scénario là. Ça peut être des choses un peu plus complexes, comme ce qu'on voit dans le troisième scénario, où on décide par exemple de fermer 2 sites, d'en ouvrir un nouveau, de réallouer la capacité, une partie dans un site, une partie dans l'autre, et de revoir aussi les familles, comment est-ce qu'on alloue les familles de produits par site. Voilà. Il y a aussi des choses qui peuvent être encore différentes. C'est par exemple le quatrième scénario qui est on ferme un site, mais finalement on ne décide pas forcément de réintégrer la charge dans un de nos sites, mais plutôt d'acheter, et donc d'augmenter le bail et de diminuer le MEC. Donc, tout est possible dans les scénarios. L'idée, c'est de le faire en groupe, hein, avec les bonnes compétences internes, et puis surtout d'être structuré sur la manière avec laquelle on va évaluer derrière les scénarios pour prendre les bonnes décisions qui sont à la fois quantifiées et qui sont qualitatives. Alors ici, vous avez un exemple de comment est-ce qu'on évalue justement ces scénarios. Et on voit qu'il y a vraiment 3 grosses composantes. La première grosse composante, c'est évidemment le ROI. On fait ça en général pour être plus compétitif. Et être plus compétitif, c'est finalement avoir une marge plus confortable, donc gagner sur le ciseau qu'on peut avoir entre les prix et les coûts. Et donc, il y a forcément un retour sur investissement, une durée de retour sur investissement que vous voyez dans les petites bulles bleues entre les 4 scénarios qui est plus ou moins longue. Mais ce ROI, il est loin d'être suffisant pour décider. On a forcément des objectifs qu'on s'est fixés au départ. C'est ce que vous voyez dans la partie grise au milieu. Donc, ils peuvent être des objectifs de réactivité, de surface, d'OPEX, de conquérir des nouvelles technologies, de CAPEX, d'empreinte carbone. Donc, on va être capable de coter chacune de ces dimensions pour chacun des scénarios. Et puis, il y a des choses qui sont plus intangibles et qui sont liées à la faisabilité et au risque de la nouvelle implantation, comme l'impact social, qui est évidemment fondamental, comme le risque qu'on prend sur les approvisionnements, est-ce qu'on améliore notre résilience ou pas, comme la facilité ou pas de monter en cadence. La plupart de ceux qui ont fait l'exercice savent que la montée en cadence, c'est une des choses les plus complexes quand on crée des nouveaux sites ou qu'on transforme des sites. Donc, est-ce qu'on est confiant que le design qu'on propose, il va bien être réaliste et qu'on va bien pouvoir atteindre les délais de montée en cadence? Sinon, le ROI qu'on propose est complètement faux. Est-ce que les compétences que l'on a, elles nous paraissent suffisamment robustes pour pouvoir faire cette montée en cadence et justement aller chercher cette nouvelle performance? Et puis, il y a tous les aspects légaux et tous les risques qu'on prend aussi sur les aspects qui sont purement réglementaires, hein, comme des choses bêtes mais qui sont importantes, les frais de douane, comme les risques aussi de swap de monnaie sur des pays particuliers où on peut avoir un risque monnaie. Donc, c'est tout un volet qui est très important, qui peut avoir des conséquences financières majeures sur le risque qu'on prend à transformer son empreinte en allant éventuellement dans des pays qu'on connaît mal ou en changeant son empreinte industrielle. Donc, dans l'exemple qu'on a sous les yeux, par exemple, en termes de ROI, le choix qui paraissait le plus adapté, c'était plutôt le choix 3, puisque le ROI est plus court. Hein, et en fait, le choix qui a été fait, c'est le choix 2, parce qu'en fait, le risque social était moins important. Et donc, même si le ROI était un peu plus long, finalement, cet aspect image et acceptation par les équipes a été prédominant dans les choix qui ont été faits. Alors, je vais faire peut-être une petite pause juste maintenant pour demander à Antoine s'il y a déjà des questions auxquelles on peut répondre. Et si ce n'est pas le cas, on continuera. Oui, rebonjour à tous. Il y a eu quelques questions. Alors, il y en a une, je pense, qui a trait à le développement des collaborations ou des coopérations entre industriels, à laquelle tu as répondu, Mickaël, dans les pages qui ont suivi. Et là, je vais en retenir peut-être 2. Est-ce qu'un footprint industriel se fait en même temps, après ou avant une réflexion sur le produit?
notamment le positionnement en prix, qui influe sur pas mal de choses. La réponse que j'ai proposée, mais évidemment, Mickaël, je te laisse compléter, c'est que idéalement, ça se fait en même temps. La stratégie industrielle, elle est difficile à dissocier d'une stratégie produit, marketing, vente. Ceci dit, j'ai modéré un peu ma réponse, un peu péremptoire. Si on cherche à faire les deux choses en même temps, stratégie produit, stratégie industrielle, on court quand même un risque, c'est celui de procrastiner et d'y passer des mois. Je dirais que s'il fallait proposer une séquence, il faudrait peut-être d'abord commencer par le produit, parce que ça structure tout le reste. Voilà. Ouais. Il y avait une question. Ouais. Pour compléter, Antoine, je pense qu'effectivement, les deux sont forcément en parallèle. Hein. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Quand on étudie le marché et qu'on étudie le potentiel du marché, on étudie forcément produit par produit. Et donc, ça incite à revoir sa stratégie produit. Par contre, le fait, donc, revoir ses lignes produits et quels sont les produits sur lesquels on veut se concentrer, c'est vraiment un travail de marketing qui doit être fait et qui peut presque se faire séparément de l'empreinte industrielle. Par contre, le fait de se dire où est-ce que ces produits seront fabriqués en fonction des marchés sur lesquels ils vont être vendus et quelles seront les lignes, quel sera le système opérationnel qui permettra de produire ces produits pour qu'on réponde aux caractéristiques du marché, c'est-à-dire le délai, la réactivité, les coûts, etc. Ça se fait en parallèle, ça doit se faire vraiment dans l'exercice d'empreinte industrielle. Et c'est plutôt dans l'étape d'après, justement, dans laquelle on va rentrer, où on va utiliser un exercice de value stream mapping, où une fois qu'on est clair sur nos implantations, ben, on va vraiment réfléchir à où est-ce qu'on positionne nos lignes de produits géographiquement, où est-ce qu'on met les capacités pour chaque produit pour bien servir le marché tel qu'il a été défini par le marketing. Ouais. Il y a une autre question qui est assez proche, en tout cas qui a trait au volet marketing, à mon sens. En tant que dirigeant, comment monétiser le regain de l'agilité et de la sécurité des approvisionnements dans un marché tiré principalement par les prix produits? Alors, ma première réponse, c'était qu'on n'avait pas de certitude sur cette question épineuse, puisque modéliser le fait de se couvrir contre un risque, c'est un peu compliqué. Par contre, moi, ce que ça m'évoque, c'est l'idée de l'équipe cœur que tu as cité tout à l'heure, Michael. C'est-à-dire que, à notre sens, vous aurez du mal à figer une stratégie industrielle pertinente si vous vous entourez pas finalement des bons experts, dont les experts marketing, dont c'est un peu le job en fait, hein, d'essayer de mesurer le risque qu'on prend à diminuer des stocks, le risque qu'on prend à augmenter la réactivité de mise à disposition du produit sur le marché. Donc moi, je pense que une première réponse, ça pourrait être mettre les bons experts dans les gens qui vont triturer les inputs du modèle. Et puis, il y a une troisième question que je trouve très intéressante, qui est un petit peu provocante, mais je vais la lire textuellement. Il n'y a bien sûr jamais de politique et d'ego dans le cadre de ces projets, mais dans le cas où il y en aurait, comment le gérer? Ouais. Tu veux répondre, Antoine, ou tu veux que je réponde? Ouais, je vais bien tenter une première réponse et puis tu compléteras. Alors, politique, c'est un terme qui est difficile à définir. Normalement, c'est l'art de vivre ensemble, donc c'est pas forcément négatif, mais égo, par contre, ça l'est. D'expérience, c'est la principale difficulté des phases qu'on vient d'évoquer, notamment la phase de cadrage, où on fixe les règles du jeu, qu'est-ce qu'on s'autorise à faire. La phase aussi sur laquelle tu as pas mal insisté, Mickaël, comment est-ce que je priorise mes objectifs. Le problème, c'est que c'est au-delà de la méthode qui peut sembler très scientifique et presque banale dans ce qu'on expose. Le problème, c'est que pour faire tout ça, il faut opérer des renoncements. Savoir que, par exemple, le coût, c'est l'objectif numéro 1 et pas la réactivité. Dès lors qu'on le pose par écrit et qu'on en rediscute au niveau du top management, ça peut donner lieu à des débats sans fin, en fait. Donc, le début de réponse, c'est de le gérer en mode équipe restreinte. Je pense que moins il y a de managers capables de brouiller un peu les cartes, plus c'est simple de converger vers une stratégie claire et partagée. Et puis l'autre idée aussi, c'est peut-être de choisir un champion extérieur au top management qui permet de pacifier un peu les débats, quoi. Voilà. Ouais, je pense que je te rejoins totalement, Antoine. Moi, je pense qu'il faut séparer les aspects individuels aussi des aspects collectifs. Et forcément, quand on change l'empreinte industrielle, du coup, on adapte l'organisation. Et quand on change l'organisation, chaque personne est renvoyée vers sa propre vision du travail. Donc, ça peut aller toucher des couches assez profondes chez les personnes. C'est pas forcément
c'est pas forcément que politique et intéressé. Je pense que ça peut ébranler carrément les personnes dans leur certitude et dans la conception qu'ils ont de leur rôle dans l'entreprise. Et donc, c'est important de bien comprendre ça. Et là, je dirais que c'est de la gestion du changement et que chacun dans ces phases-là doit passer par la courbe par laquelle on passe tous quand on change, hein, c'est-à-dire la partie où on est au départ dans le déni et où on va pas accepter ce changement, et puis la partie où derrière on peut être assez en colère une fois qu'on a compris que si, il allait bien falloir changer, mais qu'on ne sait pas exactement comment s'y prendre. Et je pense que ces étapes-là, il faut aussi les laisser se dérouler. C'est pour ça qu'il faut le faire par cercle concentrique, parce que chacun a besoin de passer par cette courbe. Et le fait de faire par petits cercles, bah, chacun a le temps de passer par sa phase d'acceptation, qui fait que le petit groupe dirigeant va lui-même avoir sa propre courbe. Une fois qu'il est rassuré et qu'il a compris et que tout le monde dans cette équipe-là est au clair sur le fait que son pouvoir va pas forcément diminuer, ou que s'il a le sentiment que ça diminue, bah, on a pu en discuter en équipe et s'aligner sur ce qui allait être important pour que ceci dit, chacun s'y retrouve. Bah, on élargit le cercle et petit à petit, chacun va diffuser, une fois qu'il est convaincu, au reste de l'organisation et en étant convaincu. Et donc, je pense que c'est vraiment ça le cadre, c'est de se dire, on est d'abord sur les individus et sur leur acceptation, et puis ensuite, collectivement, équipe par équipe, les cercles par cercle, on va aller diffuser ça dans le reste de l'organisation. Et effectivement, être aidé par un tiers, ça peut parfois aider à pacifier les débats, parce que souvent, ça fait aussi ressortir, comme dans tout changement d'organisation, des tensions qu'il peut y avoir entre des fonctions ou entre des personnes qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec le sujet dont on discute, mais qu'il faut quand même être capable d'adresser, sinon on n'arrive pas à avancer. Voilà. Donc, il y a une dernière question, peut-être qu'on va essayer d'y répondre vite, d'autant qu'on ne va pas être hyper précis dans la réponse, mais il y a quelqu'un qui demande combien de temps prend le redesign d'un footprint industriel. Donc, les étapes qu'on a commencé à évoquer là, il en manque encore une, mais donc la crise du Covid, vitesse et agilité sont un impératif pour se réorganiser avec succès. Moi, j'ai une proposition de réponse. Je pense que ça dépend évidemment de la taille de l'organisation, du nombre de sites concernés. On va évidemment plus vite avec une petite ETI qu'avec un grand groupe, quoique il y a, je pense, un début de réponse dans le dimensionnement de l'équipe qui s'occupe de ce projet de redesign. Moi, je dirais que le délai incompressible, il devrait d'abord être lié à cette logique de cercle concentrique que tu décris, Michael. Et il peut être lié, mais c'est pas la cible, à la procrastination que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire au fait de mouliner, d'itérer un nombre excessif de fois autour du modèle. J'aurais tendance à dire, mais Michael, tu me corrigeras, pour embarquer tout le monde et manipuler quand même des hypothèses un peu factuelles dans la phase de modélisation, je pense que 2 à 3 mois, c'est une bonne indication du délai pour le redesign. Et pour limiter l'étalement de cette période de redesign et éviter qu'on y passe 6 mois, 1 an, parce qu'on connaît des cas où ça a pu prendre 2 ans, en fait, cette phase de réflexion, alors qu'il n'y avait qu'un seul site concerné. Là, pour le coup, la recommandation, c'est de ne pas chercher de pas chercher à ce que la méthode, notamment la modélisation, soit 100% scientifique. En fait, ça veut dire fixer les hypothèses qu'on prend, être d'accord sur le fait qu'elles sont nécessairement imparfaites, nécessairement imprécises, et puis préférer faire plusieurs boucles courtes qu'une seule boucle très très longue. Voilà. Oui, non, je suis en phase avec ce que tu dis, Antoine. C'est 2-3 mois, c'est le cas où tout va bien et où effectivement le design n'est pas très complexe. C'est sûr que si on voit une chaîne mondiale complète, il va falloir sûrement un petit peu plus de temps, mais 2-3 mois, c'est quand même un bon horizon de temps qui permet à la fois de créer de l'enthousiasme et puis de faire des bonnes choses, d'aller dans le détail, et en même temps de ne pas être trop long, parce qu'il y a quand même une sorte de momentum dans un projet comme ça qui fait que les gens ont envie d'y aller. Et si ça dure trop, le risque, c'est que les gens s'essoufflent et que le design qu'on propose soit plus adapté finalement à la fin au contexte, parce qu'on a trop tardé. Donc, c'est hyper important d'être itératif, c'est ce que tu dis, Antoine, et puis en permanence de reprendre les nouvelles hypothèses qui sont sur la table. On voit qu'actuellement, dans la phase de Covid, la difficulté, c'est que quand on écoute les nouvelles, ça change tous les jours. Même les pays qui sont parfois déconfinés se reconfinent, etc. Donc, réintégrer en permanence ces hypothèses, c'est hyper important avant de refaire une phase de design, quoi. Je propose du coup de réenchaîner sur la suite. Dans la suite, on va rentrer dans les étapes 3 et 4, et puis ensuite on reprendra quelques questions avant de boucler. Donc les étapes 3 et 4, c'est une fois qu'on est d'accord sur un scénario, donc on a préféré un scénario, comment est-ce qu'on rentre dans le détail de ce scénario.
La première des choses, et c'est là où on revient sur les lignes de produits. Donc, au départ, on est assez macro, on est plutôt sur des choses assez générales. Et dans un deuxième temps, là, on va rentrer vraiment sur les lignes de produits, produit par produit, et même spécification par spécification. Et donc, la première chose à faire, une fois qu'on est clair sur les implantations géographiques, c'est d'avoir une réflexion de make or buy. Donc, make or buy, c'est en fonction des specs, qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on fait en interne. Et il n'y a pas forcément, encore une fois, de réponse blanche ou noire. Et donc, on propose une matrice de segmentation qui se fait donc par sous-système et qui consiste à dire sur un axe, est-ce que ce sous-système est un avantage compétitif ou pas? Et sur un autre axe, est-ce que les sous-traitants qui sont disponibles localement, ils vont être compétitifs ou pas sur cette fonction-là? Donc, ce qu'on appelle la capacité des sous-traitants, c'est à la fois leur compétitivité, bien sûr, en termes de prix, c'est évident, mais c'est aussi la fiabilité qu'ils vont avoir, la proximité qu'ils vont avoir par rapport à nos implantations. Est-ce qu'ils détiennent des compétences critiques? Donc, parfois, c'est même inversé. Parfois, des sous-traitants ont des compétences que nous, on n'a pas. Et puis, la conformité qu'ils proposent par rapport à des contraintes externes et à la réglementation, qui peut parfois être plus stricte dans certains pays que dans d'autres, et donc qui peut ne pas correspondre à ce qu'on attend. Ça, c'est l'axe capacité des sous-traitants. Sur l'axe avantage compétitif, on a en premier, bien sûr, est-ce que c'est une fonction qui est importante pour le service client, pour ce qu'on veut délivrer tout simplement en termes de valeur au client? Est-ce que c'est une fonction qui est fondamentale sur les coûts, donc qui permet de faire des économies d'échelle, etc. Est-ce que c'est une fonction qui est cœur de métier? Donc ça, c'est hyper important d'avoir une réflexion là-dessus assez vite. Cœur de métier, c'est quel niveau de qualité on attend dans la marque, quelles sont les technologies qui sont vitales pour nous, quelles sont les compétences et les capacités critiques qu'on ne veut pas diffuser, qu'on veut garder, et quelle est la propriété intellectuelle qu'on veut garder. Donc, c'est éminemment stratégique et c'est éminemment dépendant de ce qu'on veut développer pour l'avenir. Et enfin, dernier point, ce sont les contraintes. J'en ai parlé, le respect des contraintes légales, gouvernementales, les barrières douanières, etc., etc. Alors, quand on regarde dans l'exemple qu'on a pris, si en fait on a des sous-traitants qui ont plutôt des capacités faibles et qu'on est sur une compétence, une composante critique du produit, on va évidemment faire. Donc ça, c'est le cas par exemple pour un fabricant de voitures, là, de voitures électriques. Le moteur, par exemple, on va avoir tendance à le garder en interne. Si on a des sous-traitants qui ont une capacité moyenne et que c'est une fonction qui est moyennement importante, on va essayer de bâtir des alliances, typiquement pour les batteries. Si on est sur des sous-traitants qui sont relativement performants et un système qui est moyennement important, on va plutôt essayer de qualifier un fournisseur et éventuellement de fabriquer une partie en interne et de sous-traiter une partie. Et enfin, si on est sur des sous-traitants qui sont très compétitifs et que c'est une fonction qui est moins importante pour le produit, eh bien, on va tout simplement sous-traiter. Donc là, encore une fois, c'est très schématique, mais l'idée, c'est de reprendre tous les sous-systèmes avec le bon découpage qui, pour le coup, là, se fait avec les fonctions développement produit. Donc, c'est un groupe multimétier. Et système par système, se poser ces questions-là, d'intégrer aussi les appros, bien entendu, et les achats dans la démarche. Et du coup, d'avoir cette réflexion-là de make or buy. Une fois que ça c'est fait, on revient sur des choses classiques qui se font en usine régulièrement. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est d'avoir une approche par value stream mapping. Donc, c'est-à-dire de regarder famille de produits par famille de produits. Comment est-ce qu'on va sous-découper les différentes fonctions du produit et comment est-ce qu'on va répartir la charge et la capacité sur les différents sites qui sont existants en fonction des métiers industriels qui sont nécessaires, à la fois sur la partie manufacturing, mais aussi sur la partie logistique et entrepôt, pour réfléchir aux stratégies de distribution que l'on a localement et mondialement. Donc, c'est une réflexion qui va se faire groupe de produits par groupe de produits. Typiquement, dans des entreprises classiques, c'est une dizaine, une quinzaine de familles de produits. Donc, il ne faut pas faire trop fin pour éviter de se noyer, mais pas non plus faire trop gros pour éviter d'avoir des choses qui ne permettent pas de faire une analyse assez fine. Une fois qu'on a fait ça, on va faire ce que vous avez à droite, c'est-à-dire un exercice de vision sur cette famille de produits-là, qu'est-ce qui était vrai avant et qu'est-ce qui va être vrai à partir de maintenant, à la fois sur des choses comme le service client, sur l'architecture des flux, sur la planification et le système IT, sur les fournisseurs, sur l'exécution, sur le système managérial, etc., etc. Donc, c'est vraiment famille de produits par famille de produits. Et ensuite, site par site, de revoir tout simplement les logiques que l'on a industrielles. Ceci étant fait, il faut aussi en parallèle préparer le plan de communication, puisque une fois qu'on est clair sur les implantations, où est-ce qu'on met quelle capacité pour quel produit, il va y avoir forcément un scénario de mouvement, en fait, de transfert. Ce scénario-là, c'est important de bien l'écrire. Donc, vous avez un exemple à gauche assez macro, mais qui explique si je ferme le site 1 qui faisait 4 produits ABCD, comment est-ce que je transfère ces produits et dans quel horizon de temps je transfère la charge de ces produits vers les autres sites sur, là, par exemple, 3 années, à la fois sur le site 2 et le site 3,
pour pouvoir approcher l'augmentation de charge de ces sites-là et aussi approcher la baisse de charge du site numéro 1. Tout ça, bien sûr, ça doit se faire en parallèle de la préparation d'un très gros plan de communication qui se fait de manière structurée avec les RH et avec tous les partenaires de l'entreprise, où on va à la fois impliquer les acteurs publics des secteurs concernés. Ça, il faut le faire très, très tôt dans le projet. Je le disais tout à l'heure, dès le début, avec l'équipe cœur, parce que ça peut avoir des implications qui peuvent bloquer le projet très vite. Et puis ensuite, appliquer toute l'entreprise avec le management intermédiaire, les instances représentatives du personnel et puis les équipes de terrain. Et sur chacun de ces groupes-là, on va se poser la question de à quelle fréquence on communique vers eux, quelles sont leurs motivations et les objections qu'ils peuvent avoir par rapport au changement. Donc là, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, sur la gestion du changement, sur à la fois individuellement ce que les individus peuvent avoir le sentiment de perdre, mais aussi collectivement, quels sont les changements auxquels il faut qu'ils se préparent, à la fois en positif, mais aussi potentiellement en négatif. Et du coup, quels sont les messages clés qu'on veut adresser à chacune de ces populations dans les communications qu'on va faire dans les semaines et les mois qui viennent. Une fois que ça s'est fait, on arrive sur la dernière étape qui va être de prendre le design qui a été quand même assez macro jusqu'à présent et site par site. Donc là, vous avez l'exemple d'un site de production. C'était un site de production de lunettes où en fait, on va vraiment se poser des questions maintenant de système de production assez fines, où on va se poser la question de est-ce qu'on produit en ligne ou est-ce qu'on produit par métier, quel est le nombre de ressources qu'on met par atelier, quel est le lead time de chacun des ateliers, est-ce qu'on répond bien au cahier des charges du design global, quelles sont les compétences dont on a besoin, quel système de management, etc., etc. Donc là, c'est vraiment un design beaucoup plus fin qui va se faire site par site sur tous les sites qui ont été impactés par le changement. Donc ça peut être du brownfield, c'est-à-dire transformer des sites existants, ça peut être du greenfield, on va carrément créer un nouveau site. Et là, ça pose la question de la standardisation du système de production. Donc, si on est dans une entreprise qui a un système de production existant assez fort, c'est simplement d'adapter ce système de production dans les nouveaux sites. Si le système de production n'est pas encore très fort, c'est de profiter de l'exercice pour intégrer les changements qu'on a et puis donc d'adapter ce système. Dans tous les cas, la crise de Covid va nécessiter de revoir les systèmes de production en intégrant beaucoup plus de digital et en intégrant toutes les tendances qu'on a vues depuis le début de cette présentation. Voilà, on a fini pour la présentation de l'approche. On va passer aux facteurs clés de succès et puis après, on va reprendre quelques questions avant de conclure. Alors, pour revenir sur les facteurs clés de succès, cinq ingrédients qui nous paraissent fondamentaux. La première chose, c'est de faire un effort d'alignement dès le départ et d'accepter ensuite que le design est itératif. On en a pas mal parlé avec Antoine. On s'aligne au départ sur les objectifs, sur ce qu'on s'autorise à faire ou à ne pas faire. On fait un bon diagnostic de ce qui a été fait, mais aussi on accepte que les données changent très souvent, notamment en ce moment, ça change vraiment très, très souvent. Et donc, que le design qu'on fait, il sera peut-être plus vrai dans 2 semaines, mais ce qu'on aura fait pendant ces 2 semaines-là, c'est quand même utile parce que ça nous a permis de monter une marche. Et donc, c'est d'apprendre petit à petit à chaque étape de façon itérative. Le deuxième aspect, c'est se méfier des données. Pour avoir fait plusieurs fois cet exercice, vous avez des données qui sont remontées par les systèmes, souvent par les ERP, etc. Ces données-là, elles ont une partie de la vérité, donc elles sont intéressantes, mais il est hyper important de passer du temps sur le terrain aussi pour comprendre vraiment ce qui se passe et quels sont les ressorts de la compétitivité concrète et pour comprendre notamment la capacité de changement et la flexibilité réelle qu'il y a dans l'appareil existant. Cette partie terrain, elle permet aussi d'anticiper les objections qu'on aura, puisque on va pouvoir commencer à diffuser en fait finalement les éléments de changement qui vont venir et à intégrer dès le début les irritants des équipes. Est-ce qu'on peut intégrer dans le plan final qui va faire que l'acceptation sera bonne? La troisième chose, c'est de soigner la communication et d'intégrer les risques sociaux et réputationnels dès le départ. Donc ça se fait notamment avec les autorités locales, mais ça se fait aussi bien sûr en interne énormément pour notamment bien sûr quand il y a des plans sociaux ou des fermetures de sites qui sont envisagées, d'être capable très vite d'anticiper à la fois ce que ça va coûter, mais aussi surtout comment est-ce qu'on va communiquer dessus et comment est-ce qu'on crée une vision positive malgré tout sur l'avenir de l'entreprise. De ne pas hésiter à trianguler les avis des experts. Donc, c'est un exercice qui est assez complexe, la réimplantation industrielle, puisqu'on va faire appel à tout un tas de compétences, quasiment toutes les compétences de l'entreprise, et notamment des compétences qu'on sollicite pas si souvent que ça, comme des compétences immobilières, des compétences légales, des compétences de fiscalistes, etc. Donc, tous ces gens-là, c'est hyper important de s'entourer à la fois de compétences locales, mais aussi de compétences corporate, de pouvoir trianguler les avis pour ne pas se fier à un seul expert, puisque ça peut être un seul de ces éléments peut faire capoter l'ensemble du projet. Dernier point, ne pas négliger les difficultés de mise en œuvre. Donc, comme je l'ai dit au départ, l'objectif de ce module, c'était pas de parler de la mise en œuvre. On pourra faire éventuellement un autre webinaire sur cette mise en œuvre qui a aussi ses propres règles. Mais ceci dit, dès le design, il faut bien intégrer ces difficultés-là, puisque
La vraie difficulté, c'est bien sûr la mise en œuvre derrière. Donc, comment est-ce qu'on prévoit la montée en cadence? Comment est-ce qu'on prévoit la préparation des stocks pour ne pas avoir de rupture vis-à-vis des clients, etc., etc. Et la bonne séquence, les bonnes compétences. Donc, toute cette mise en œuvre, elle doit se préparer avec un planning très fin, des rôles et responsabilités bien établis pour garantir le succès de la méthode. Voilà, j'ai terminé avec la présentation. Peut-être avant de passer aux questions, un dernier sujet. Vous pouvez bien sûr vous connecter avec OPO. N'hésitez pas sur notre site LinkedIn et sur notre site Twitter. Vous avez nos adresses email à Antoine et à moi si vous avez des questions après. Et j'en profite pour communiquer sur une plateforme qu'on a lancée avec OSS Venture Builder et toutes les startups de OSS Venture Builder, Valomat, Fabric, Craft, Uplit, Mercatim et CAS. L'idée de cette plateforme Industrie versus Covid, c'est de partager des bonnes pratiques entre dirigeants industriels. Donc, il y a déjà tout un tas de bonnes pratiques qui sont listées. Et puis, d'être capable, en fait, d'avoir tous les guides que l'on cherche dans cette crise pour, par exemple, chercher des sources d'appro qu'on n'a pas, etc., etc. Donc, c'est vraiment la plateforme qui a vocation à concentrer toutes les infos utiles pendant cette crise dans l'industrie, dans cette crise du Covid. Voilà. Antoine, je ne sais pas si on va reprendre peut-être 2 ou 3 questions. Ouais, alors il y en a une qui s'est rajoutée sur le moment auquel on devait intégrer les représentants du personnel. Je fais une réponse de Normand puisque j'ai proposé la réponse suivante. Ça dépend fortement de la qualité des relations avec les IRP. Pour ceci poser, le plus tôt le mieux, évidemment. Mais d'expérience, on en a partagé quelques-unes, Mickaël, toi et moi. C'est pas toujours possible et souhaitable. Et je pense que le moment idéal, sous couvert que ces relations avec les IRP ne soient pas complètement conflictuelles, c'est le moment où on est certain qu'on va pouvoir ouvrir les vannes de la communication, en fait. Ouais, je rejoins ton point, Antoine. Enfin, moi, j'ai effectivement vécu les deux aussi. À la fois vécu des situations où les IRP sont mis dans la boucle très, très tôt, quasiment dans le premier cercle, parce qu'en fait, il y a un dialogue social qui est très constructif et en fait, on a quasiment une entreprise qui est pilotée un peu à l'allemande, hein, en fait, avec les partenaires sociaux directement. Et puis des cas, au contraire, où c'est assez conflictuel et où, en fait, avant d'aller vers les partenaires sociaux, il faut avoir quelque chose qui est quand même relativement robuste déjà, sinon vous êtes sûr que vous allez faire échouer le plan avant même d'avoir commencé à poser le crayon, quoi. Donc, il y a les aspects légaux et moi, la recommandation que j'aurais, c'est d'être sûr qu'on est bien entouré légalement. Donc, souvent, dans les grands groupes, on a déjà des compétences légales en interne, mais pas forcément dans les PME. Donc, c'est d'être sûr qu'on a une compétence légale assez tôt qui nous conseille là-dessus, justement, parce qu'il y a des choses à faire et à ne pas faire, hein, que c'est assez complexe. Mais au-delà de ça, il y a aussi la connaissance des dirigeants justement de leurs partenaires et de voir avec quels partenaires on peut ou pas commencer rapidement à élaborer ces scénarios. On n'a pas d'autres questions en complément. Du coup, moi, je me demande si la présentation est soit jugée absolument passionnante et totalement transparente, ou si finalement ce qu'on a pu expliquer, Mickaël, peut sembler presque évident. Et du coup, moi, j'ai envie de nous poser à nous-mêmes la question, mais est-ce que c'est si facile que ça, tout ce qu'on vient de décrire? La réponse, c'est non. Et en forme de synthèse par rapport aux éléments qu'on a pu expliciter auparavant, moi, je proposerais bien la suivante, c'est que dans tout ce process, qui est très important, il y a une manière de se rassurer face à une somme incroyable d'incertitude, parce qu'en fait, le projet de stratégie industrielle, c'est un projet où on gère l'incertitude. On a la solution de l'itération en boucle courte, qui permet de toujours s'aligner constamment sur les hypothèses et les outputs de nos réflexions. Et puis, il y a aussi le fait qu'on ait une vision au départ. Donc ça consiste aussi à remettre le singe sur l'épaule du top management. Mais finalement, quand la vision au départ est claire, ce que je veux, moi, c'est augmenter la résilience de mon network, par exemple. Alors, il y a tout un tas de questions qui sont levées dès le départ et ça permet d'aller plus vite. Voilà. Ah, une question en plus. Sur combien de projets de ce type OPO travaille-t-il en ce moment? Alors, en ce moment, monsieur Gauthier, aucun, puisqu'on est nous-mêmes frappés par la crise et de plein fouet. Mais je vais laisser. Ouais, on a été amené à travailler sur pas mal de ces sujets-là dans les années précédentes, hein, comme vous vous en doutez. Actuellement, on ne travaille pas concrètement sur un projet défini, mais on a beaucoup de dirigeants, comme je le disais au départ, qui par contre se posent cette question, donc avec qui on réfléchit. Mais évidemment, les réflexions en sont là pour l'instant, et je crois que, comme je le disais, les dirigeants n'ont pas forcément la tête encore maintenant, et c'est bien normal, à revoir complètement et à commencer le design dès maintenant. Ce serait trop préliminaire.
puisqu'il y a d'autres sujets comme les RH, les appros, la trésorerie qui prennent le dessus à l'heure actuelle. En revanche, on voit que la plupart des dirigeants à qui on parle se posent la question pour dans quelques mois. Ouais. Donc, je pense que ça va ouvrir des discussions dans quelques semaines ou quelques mois. Voilà, bah, je pense qu'on a terminé. On va peut-être conclure du coup cette. Je vois qu'il y a une dernière question de Marie. Je suis désolé, on n'aura pas le temps d'y répondre. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont permis de préparer cette session, toute l'équipe OPO, tous les associés d'OPO, Benoît aussi qui nous a aidés. Voilà, donc on est ravis d'avoir pu partager ce temps avec vous. J'espère que ce sera utile. La prochaine session, ce sera sur les coûts la semaine prochaine. Puis le 6 mai, on aura à nouveau une webconférence avec un certain nombre d'intervenants, un économiste, où on va à nouveau avoir des débats sur ces questions-là. Et enfin, on aura les nouvelles sessions que j'ai évoquées un peu plus tard au mois de mai sur les RH, sur l'agilité de l'offre et sur le digital. Donc, n'hésitez pas à rester connecté avec nous et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.